Nous sommes mercredi du Conseil des ministres. Rendez-vous avec le porte-parole du gouvernement dans sa livraison, l'octroi d'agrément au Code des investissements à 2 sociétés, des centaines d'emplois à la clé, l'intégralité des décisions au début de ce journal. Au Palais de la République, le président Talon a reçu plusieurs ambassadeurs. Au menu, les réformes en cours et surtout les réponses du gouvernement à la cherté de la vie. Hommage posthume à Guy Ernest Kao. 2 semaines après son décès, le comédien est honoré en un lieu emblématique, la salle mythique de l'ex-cinéma Vogue de Cotonou. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au cœur des décisions de la réunion gouvernementale de ce mercredi, une décision économique à impact social avec création d'emplois à la clé, des centaines voire des milliers. L'octroi d'agrément au Code des investissements à 2 sociétés, l'une dans l'industrie du bois, l'autre dans le paramédical. Autre décision pour désengorger les commissariats, des milliers de véhicules en fourrière, bientôt mis aux enchères. L'intégralité des décisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongwiti. Au terme du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 8 juin 2022, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, au titre de ces mesures, le décret fixant la date de la célébration annuelle de la journée de l'artisan béninois a été adopté, ainsi que les décrets portant affectation de domaines au profit du ministère de l'Énergie pour la construction d'un poste de transformation électrique dans la zone industrielle de Semekpodji, puis de la Bourse régionale des valeurs mobilières destinée à la construction de son siège à Cotonou. Au chapitre des communications, en point 1, agrément au Code des investissements. Le bénéfice des régimes privilégiés de ce code a été sollicité par 2 sociétés qui ont soumis leurs requêtes relatives à des projets visant à fournir des produits dont la demande au plan local est assez élevée. Il s'agit de Sunda Benin Limited Sarl pour l'installation et l'exploitation d'une unité industrielle de fabrication de protèges pour bébés, puis de Fan Sen Sarl en vue de la mise en place d'une unité de fabrication de contreplaqué. Leur installation contribue à renforcer le tissu industriel de notre pays et permet de créer de la valeur ajoutée à l'économie nationale, sans compter la main-d'œuvre qu'elle va générer. Par ailleurs, le développement de leurs activités permettra, dans le premier cas, de mettre fin aux importations et, dans le second, de les réduire sensiblement. En point 2, approbation des contrats de partenariat public-privé pour la mise en affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural et de l'exécution des travaux connexes. Le cahier de charge des opérateurs régionaux que sont les fermiers fixe les conditions d'exploitation technique, administrative, commerciale et financière des systèmes d'approvisionnement en eau potable concernés. Ces fermiers assureront notamment l'exploitation des moyens de production, de transport et de distribution d'eau potable faisant partie du patrimoine de l'État et de l'autorité affermante, la gestion du service public de l'eau sur leur périmètre respectif, la réalisation des travaux d'entretien et de réparation de toute nature et de tous les biens affectés à l'exploitation du service public de l'eau potable dans les 10 périmètres. Ils s'occuperont, par ailleurs, des travaux de renouvellement des biens affectés aux besoins de la cause, de la densification des réseaux de distribution, ainsi que de la mise aux normes des ouvrages et équipements à eux confiés par l'autorité contractante. Ces différents contrats ayant fait l'objet de validation par la cellule d'appui au partenariat public-privé, le Conseil s'est prononcé en faveur de leur approbation. Le ministre de l'Eau et des Mines, en lien avec le ministre de l'Économie et des Finances, veillera au suivi rigoureux de leur mise en œuvre. En point 3, démarrage de l'opérationnalisation des classes culturelles. À la suite des études et actions qui ont été conduites dans le cadre de la réalisation de ce programme,
Le Conseil a marqué son accord pour la mise en œuvre des dites classes dont la finalité est de favoriser la détection et la promotion des talents artistiques et culturels des apprenants de nos écoles. Au nombre des diligences déjà accomplies à cette fin figure la validation des curricula de formation, l'acquisition des matériels et équipements d'apprentissage, de même que le recrutement de 890 encadreurs culturels à déployer dans l'ensemble des 77 communes. Les ministres concernés prendront toutes dispositions nécessaires pour cette opérationnalisation dès la rentrée 2022-2023. 1.4. Rapport de la commission chargée de faire des recommandations en vue de l'assainissement des enceintes des unités de police républicaine encombrées par les véhicules en fourrière. Les travaux de cette commission ont permis de recenser 26 196 véhicules et autres objets mobiliers qui jonchent les enceintes des unités de police. Ceux-ci se décomposent en 4 313 véhicules, dont 3 745 à 2 roues, 34 à 3 roues et 534 à 4 roues. 6 031 véhicules, dont 5 638 à 2 roues, 15 à 3 roues et 378 à 4 roues, objets de procédure judiciaire en cours ou déjà clôturés. 4 581 véhicules, dont 4 398 à 2 roues, 14 à 3 roues et 169 à 4 roues, faisant l'objet de ventes aux enchères publiques entamées. 2 393 véhicules, dont 2 288 à 2 roues, 19 à 3 roues et 86 à 4 roues qui ne font l'objet d'aucune procédure, puis 353 véhicules, dont 344 à 2 roues et 9 à 4 roues en fourrière. À tout cela s'ajoute un nombre non négligeable de véhicules hors d'usage et de biens meubles de toute nature appartenant à l'ex-gendarmerie nationale et à l'ex-police nationale. Des conclusions du rapport. Il ressort qu'en vue de mettre un terme à l'encombrement des lieux de travail de la police républicaine et de recouvrer les frais de fourrière ou des amendes, il faille procéder, par voie de justice, à la vente des 10 véhicules. Le Conseil s'est prononcé en faveur de la mise en œuvre de cette recommandation et a instruit les ministres concernés à cette fin. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, ont été autorisées sous cette rubrique l'organisation au Bénin, du 22 au 25 juin 2022, du 6e colloque Afrique-Europe des huissiers de justice, la tenue à Cotonou de la 25e conférence régionale africaine de l'Organisation internationale de police criminelle du 28 au 30 juin 2022 et la participation de l'équipe nationale senior de football aux compétitions statutaires au titre des années 2022 et 2023. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, sur proposition du ministre d'État, ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, M. Gérard Menogbeji Patinde est nommé directeur général de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social. Je vous remercie. Et après cette livraison du Conseil des ministres de ce mercredi, le porte-parole du gouvernement s'est prêté volontiers aux questions de la presse. Entre autres sujets abordés, le rapport sur la gestion du fonds Covid qui suscite beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. On l'écoute. Il s'agit d'un rapport qui n'est pas définitif. Le ministère de l'Économie et des Finances a demandé par lui-même un audit de l'utilisation des fonds Covid. La Cour des comptes a fait un premier rapport qui a fait l'objet d'observations retournées à la Cour et la Cour a tenu compte des premières observations reçues pour faire de nouvelles observations et il est indiqué que de nouvelles justifications devraient parvenir à la Cour. Et cela donnera donc lieu à un rapport définitif qui montrera quelle est la situation réelle. Et donc le rapport en question est un rapport, on va dire, intermédiaire, qui n'aurait certainement pas dû se retrouver sur la place publique, étant entendu qu'il n'est pas encore devenu définitif.
Et puis ce que vous soupçonnez, vous savez très bien que s'il y a une chose qui est au cœur de l'action du gouvernement de la République depuis ces dernières années, c'est le souci de la bonne gouvernance, c'est le souci de la transparence dans la gestion des fonds publics. Et donc, si ce que vous redoutez advenait, vous savez également que conformément à la pratique en cours dans notre pays, les décisions qui doivent être prises ne manqueront pas de l'être. Dans l'immédiat, ce qu'il convient de retenir, c'est que nous sommes en présence d'un rapport qui n'est pas encore devenu définitif. À titre d'exemple, vous avez quelques données dans ce rapport qui doivent vous renseigner sur son caractère non définitif. Il est mentionné à la page 48 du rapport, ainsi que vous pouvez le relever si vous le lisez, que 138 milliards 620 millions 777 062 francs CFA ont été engagés pour des dépenses liées à la vaccination, alors que celles effectuées aussi bien par l'État que par tous les partenaires s'élèvent à 30 milliards 851 millions 679 422 francs CFA. Voilà un indicateur. C'est-à-dire que le montant indiqué par la Cour ne représente donc que l'ensemble des projections ou prévisions faites initialement sur cette rubrique et pour laquelle nous avons par ailleurs reçu des dons. Et puis, vous devez également savoir que sur ces dépenses, avec des fonds obtenus de partenaires ou de bailleurs, il y a généralement que ces bailleurs, ces partenaires ont des règles qu'il faut suivre et que pour engager ces fonds, il faut souvent obtenir leur avis de non-objection. Et je vous rassure que tout cela a été fait dans le cadre des opérations conduites jusque-là. Il reste que, en l'état, le rapport, vous avez raison, il soulève des préoccupations légitimes de la part de tout observateur et nos compatriotes qui s'inquiéteraient de ce qui y figure ont de bonnes raisons de s'inquiéter, mais avec les indications que je vous donne, il y a matière à s'apaiser et à attendre que le rapport définitif il soit disponible et puis les voix de spécialistes pourront encore intervenir pour apporter toute clarification que nécessaire. Et puis au palais de la présidence, il n'y a pas eu que le Conseil des ministres. Aujourd'hui, il y a eu un grand événement. Nicéphore Dieudonné Soglo et Patrice Talon, enfin, se sont retrouvés. Après une longue période de brouille, l'ancien chef d'État béninois a fini par aller vers le président Talon au palais de la République. Bien avant ce tête-à-tête, le cabinet présidentiel a accueilli aussi les anciens et l'actuel président du Parlement béninois. Au palais, il y avait notre reporter Ricardo Loïc Pekoum. Il n'a pas eu vraiment beaucoup d'indiscrétions sur ces échanges à nous offrir. On l'écoute. Un invité spécial ce mercredi au palais de la Marina. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, reçu avec les honneurs par le président de la République. Patrice Talon et son hôte ont en tête-à-tête échangé autour de sujets d'intérêt national. Un peu avant l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, le chef de l'État s'est entretenu avec l'actuel et les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Beaucoup de grandes rencontres au palais de la présidence aujourd'hui, la Marina, où le président Patrice Talon a aussi reçu plusieurs ambassadeurs. Au menu des échanges, les réformes du gouvernement, réponses officielles à la cherté de la vie et au bout des échanges, une note de satisfaction des deux parties. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération nous en fait le point. Aurélien Bonossi est au micro de Ricardo Loïc Pekoum. Vous savez que la gestion des affaires publiques impose un certain nombre d'exercices qui sont importants et utiles. Nous avons récemment eu les tournées d'explication de la cherté de la vie auprès de nos populations. Nous avons organisé des espaces d'échange entre les universités et les dirigeants de ce pays. Et aujourd'hui, l'exercice auquel le président s'est soumis pendant effectivement pas de 2 heures d'horloge, c'est un échange totalement libre entre lui-même, les ambassadeurs de l'Union européenne, avec à leur tête la France qui préside en ce moment l'Union européenne et l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, mais aussi avec la participation aussi de l'ambassadeur des États-Unis. Il s'agit pour le président de sacrifier à une tradition qui est importante, mais surtout à une
un devoir de courtoisie. Le premier devoir, c'est depuis le 19 avril 2021, il avait souhaité que les ambassadeurs s'expriment sur les réformes que nous conduisons, particulièrement les réformes politiques. Et ces ambassadeurs ont travaillé, ont produit un document. Donc aujourd'hui, le président de la République a souhaité accuser réception d'abord de ce document de manière formelle, mais aussi échanger avec eux sur les suggestions, les contre-propositions, les idées nouvelles que le document que ces ambassadeurs ont élaboré comporte. Et je dois dire que ça a été une discussion très agréable, une discussion aussi très intéressante pour l'avenir de nos sociétés. Notre monde, le monde contemporain est en crise avec cette guerre qui est apparue soudainement entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi un certain nombre de déséquilibres que l'on observe, que ce soit une question de changement climatique ou d'autres. Mais la discussion a été focalisée sur la situation de notre pays, les interactions que nous pouvons avoir et la façon pour nous d'être à l'écoute de nos partenaires. C'est une écoute. Et le président a montré qu'il écoutait les pays amis, il écoutait nos partenaires qui, présents ici parmi nous, peuvent aussi avoir des suggestions à nous faire. C'est aussi là l'intérêt d'avoir une diplomatie qui reste ouverte, qui reste à l'écoute. Et dans cet exercice, le président a, sans éluder quelle question que ce soit, répondu à nos partenaires, échangé avec eux et expliqué les raisons de certaines réformes, l'intérêt de certaines décisions que nous avons prises et surtout les résultats positifs que nous remarquons, ainsi que, bien sûr, les perspectives d'avenir. De façon unanime, que ce soit du côté des invités du chef de l'État, mais aussi sur une suggestion du président, il a été convenu de se revoir encore pour poursuivre les échanges, pour discuter d'autres dimensions, d'autres enjeux du monde contemporain, parce que c'est ensemble qu'il faut trouver les solutions aux défis de l'heure. Et je pense que chacun est sorti de cette rencontre satisfait et je me réjouis que cette rencontre ait eu lieu. Et après Aurélien Abenossi, on fait aussi le point dans ce journal sur les avancées éducationnelles sous les réformes Talon. Nous sommes à 1 an du deuxième mandat. Le ministre de l'enseignement maternel, des enseignements maternels et primaires est venu en rendre compte sur l'émission Le gouvernement en action. Bruno Soili nous fait revisiter l'exercice à travers une petite synthèse que nous vous invitons à suivre. 52 minutes chrono pour Salimane Karimou dans un exercice de reddition de comptes. Le ministre des enseignements maternels et primaires dresse le bilan des actions du gouvernement dans le sous-secteur dont il est en charge. Nous avons prévu la construction de 6 000 salles de classe durant le premier quinquennat, ce qui a été totalement mis à disposition. En termes d'accès, nous pouvons vous dire que nous avons encore aujourd'hui plus de 3 000 salles de classe inoccupées. C'est-à-dire des salles de classe construites, équipées, mais qui n'ont pas d'apprenants. Le gouvernement du président Patrice Talon a à cœur de faire de la scolarisation des filles une réalité. C'est toute une stratégie qui est mise en place pour y parvenir. Dans un premier temps, essayer de maintenir d'abord celles qui sont déjà inscrites à l'école. Donc il faut éviter la déperdition, ce qui permettra d'améliorer le taux d'achèvement au niveau des filles, que ce soit au niveau du primaire, puis c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui, et jusqu'au niveau du secondaire aussi, parce qu'on en a parlé. Alors le comité est chargé de faire ce travail et de dire qu'est-ce qu'on fait pour maintenir les filles qui sont déjà à l'école pour qu'elles ne sortent plus de l'école. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que celles qui n'y sont pas encore et qui ont l'âge d'aller à l'école puissent y arriver. Au cœur des réformes dans le domaine de l'enseignement maternel et primaire, la qualité de l'offre éducative reste une des priorités du gouvernement. Le symbole de l'effet de cette politique est la stabilisation du pourcentage de réussite au certificat d'études primaires. On a mis en place un dispositif qui devrait nous permettre, n'est-ce pas, d'améliorer ces résultats. Et on l'avait inscrit au PAG 1. Et on a atteint cet objectif-là d'au moins 75%. Aujourd'hui,
À partir déjà de 2017, on est allé à 65%, en 2018, on est allé à 80%, et aujourd'hui, c'est stabilisé autour de 80%. Voyez-vous, la qualité, c'est ce qui préoccupe le gouvernement aujourd'hui. La question des cantines scolaires était aussi au menu des échanges. Salimane Karimou met l'accent sur l'extension du nombre d'écoles bénéficiaires. Le 25 avril, là, les 1802 écoles qui sont nouvellement sélectionnées pour ramener le taux à 75% vont démarrer avec les cantines scolaires. Parce que les vivres sont déjà mis en place dans toutes ces écoles. Je vais peut-être nuancer un peu pour dire, avec les derniers chiffres, on a recensé 1802 qui devraient s'ajouter aux 3500 et quelques qui existaient. En clair, l'école béninoise au niveau maternel et primaire se porte mieux grâce à un programme d'action rigoureusement suivi et qui laisse entrevoir de plus grandes prouesses d'ici 2026. Et puis, Cotonou a abrité aujourd'hui la 7e réunion statutaire du comité régional des semences et plants d'Afrique de l'Ouest. Les travaux ont démarré à Cotonou, effectivement, avec des experts, des professionnels de l'agriculture et des décideurs qui évaluent la réglementation semencière adoptée dans la sous-région. Il s'agit d'en apprécier l'efficacité dans les stratégies d'augmentation de la productivité agricole. Lénaïk Agbazaou, Edmond Rumbo pour les précisions. Sont ici réunis chercheurs et experts de différents instituts nationaux de recherche agricole, et ce, pour un exercice commun, faire le point de la mise en œuvre de la réglementation semencière régionale harmonisée dans l'espace CEDEAO, UEMOA-SILS, entendez Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Vous allez, durant ces 3 jours, examiner et discuter de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la réglementation harmonisée dans les États membres et au niveau régional, examiner et adopter le manuel des procédures régionales harmonisées pour l'importation et l'exportation des semences en Afrique de l'Ouest et au Sahel. L'harmonisation des règles et la mise en œuvre conjointe de la réglementation régionale constitue un tremplin pour offrir un cadre réglementaire idoine pour la production et la commercialisation des semences de qualité à nos braves producteurs agricoles afin de booster la productivité et la production agricole. Il s'agit simplement d'ajuster les choses et mettre chaque acteur à sa juste place pour le développement du secteur sémencier en particulier et du secteur agricole en général. C'est l'occasion pour le CILS de réaffirmer sa disponibilité pour accompagner l'ensemble des acteurs dans la mise en œuvre des règlements sur les semences. Pour notre part, en tant que partenaire technique et financier, nous renouvelons encore une fois notre disponibilité pour l'accompagnement. La gestion du secrétariat permanent du comité régional des semences et plants d'Afrique de l'Ouest est assurée par le COURAF, le Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole, choisi par la CEDEAO en 2013 pour la coordination des comités nationaux des semences. Aujourd'hui, 8 juin, c'est le jour consacré par les Nations Unies aux océans. L'initiative a été lancée à l'occasion du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. Le but est de sensibiliser au rôle crucial des océans dans l'équilibre général de la vie sur Terre et donc de la nécessité de les protéger. Le ministère du cadre de vie au Bénin a honoré cette célébration. La plage Tokplegbe à Kpakpa a été investie tôt ce matin par les autorités de ce ministère. Reportage Ezekiel Diako, Benjamin Denayon. Une manière à eux de célébrer la journée mondiale de l'océan. Élus locaux, autorités du ministère du cadre de vie sacrifient à la tradition ici à la plage Tokplegbe pour cette édition 2022. Ils participent ainsi à la gestion durable des océans. Cet acte entre en ligne de compte avec le thème retenu cette année. Revitalisation, action collective pour l'océan. L'océan produit au moins 50% d'oxygène de la planète et abrite la majeure partie de la biodiversité terrestre. Les océans sont notamment la principale source de protéines pour plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Cette journée nous permettra de réfléchir sur comment mettre en œuvre des actions innovantes de protection de notre écosystème marin, susceptibles d'accélérer la restauration et la protection de nos côtes. Nous voulons tout simplement que nos ressources marines soient préservées
afin que nous puissions continuer de bénéficier de leurs ressources. Des actions de protection de ces écosystèmes, des gestes à rééditer, une invite de ses participants aux populations locales. Si on ne préserve pas l'océan, ça veut dire que nous-mêmes, on est en train de dégrader notre santé. Si l'océan est en bonne santé, les ressources qui sont, les poissons que nous consommons, les poissons seront en bonne santé aussi. Des fois, des gens viennent prendre des œufs, c'est pour aller manger et tuer les tortues là. Donc nous, on est là pour la protection et pour la salubrité. 8 juin, journée mondiale de l'océan. Elle vise à une prise de conscience collective à l'endroit des océans. Les océans, on continue d'en parler. Ce sont des écosystèmes riches à multiples fonctions, mais objets de beaucoup de préjudices, la surpêche et la pollution notamment. Les océans surexploités à l'épreuve des déchets, c'est un constat amer signé William Tchoki, la conscience écolo de notre rédaction. Suivons-le. Des spectacles à vous couper le souffle. Des scènes inédites qu'on ne voit nulle part ailleurs, si ce n'est dans ces immenses étendues d'eau, à première vue, infinies. À l'image de cette emblématique tortue verte, les mers et les océans abritent de milliers de ces espèces vivantes, des ressources halieutiques aux végétaux marins, en passant par les micro-organismes. Ces espaces, véritables réservoirs de la biodiversité, n'ont pas fini de nous livrer tous leurs secrets. Les océans et les mers couvrent près de 71% de la surface du globe. Ils libèrent plus d'oxygène dans l'atmosphère que toutes les forêts du monde réunies. Ils peuvent absorber environ 1000 fois plus de chaleur que l'atmosphère. De ce fait, ils régularisent la température de la Terre. Une valeur environnementale indissociable aux valeurs économiques. C'est en effet par voie de mer et océan que se font les échanges. On l'estime à plus de 90% ces marchandises qui traversent ces espaces. Immigration clandestine, piraterie, des routes maritimes mondiales qui relient les ports et les terres entre eux et entre elles comme des lignes de vie et de mort. Autant d'enjeux géographiques liés à l'espace maritime et sans contrepartie de paiement. Bien au contraire, ils sont menacés par ces activités anthropiques responsables de près de 80% de la pollution et de la dégradation des mers et des océans. Ces espaces, véritables garde-manger pour l'humanité et plus grands dépotoirs sauvages à ciel ouvert, un contraste créé par les humains. Merci William Tchoki pour ce récit entraînant. Restons sous l'eau pour voir de plus près de petits animaux aux apparences souvent trompeuses, les coraux. Des espèces animales curieuses à allure de plantes déterminantes dans l'écosystème marin. Nous vous proposons ici la découverte d'un univers artistique vivant et plein de facéties sous l'eau. Plonger auprès des coraux, c'est une immersion offerte par Jean-Claude James. Un locataire éternel de l'océan, une richesse naturelle d'une beauté rare. Bienvenue dans l'univers du corail. C'est des espèces considérées comme animales et végétales à la fois parce que les gens les voient pousser dans l'eau comme des fleurs, des fleurs dans l'eau, mais quand même c'est des êtres vivants. L'apparence des coraux fait penser à une plante aquatique, mais le corail est un animal marin, un ensemble de petits animaux appelés polypes. Les récifs coralliens hébergent plus de 30% de la biodiversité marine. Malgré ce rôle essentiel, des menaces pèsent sur 75% des récifs coralliens. Ces menaces en ont le réchauffement climatique et la pollution.
Ça participe à l'équilibre au niveau de l'écosystème marin. Quand vous avez la chance, malheureusement nous n'en avons pas encore au Bénin, quand c'est présenté dans les aquariums publics, vous constatez qu'il y a des coraux qui servent d'habitat pour d'autres espèces animales. C'est des êtres vivants et ces espèces qui viennent abriter les coraux donnent en même temps à ces coraux ce qu'ils doivent manger. Parce que vous voyez, les coraux ne se déplacent pas. Ce n'est pas anodin. Quand on dit de créer des aires marines, quand on dit de protéger de l'espace, c'est pour se donner plus de moyens plus tard. Parce que quand vous protégez, c'est quand vous déposez de l'argent à la banque, normalement ça vous génère des intérêts. L'Australie, la Nouvelle-Calédonie, le Belize et la Floride abritent les 4 plus grands récifs coralliens. Merci Jean-Claude pour ce moment de rêve. Hommage posthume de la nation et de ses pairs à un virtuose funambule de la parole et de l'art de scène. Guy Ernest Cao, truculent orateur, ce comédien talentueux a fait ses adieux à la scène de la vie après un duel fatal avec la maladie. 2 semaines après son décès, Guy Ernest Cao a reçu des hommages dans un lieu du 7e art, l'ex-Ciné-Vogue de Cotonou, ce mercredi 8 juin. Écho avec Patrick Diossou, l'autre artiste de la plume. Vous me voyez? Non. Et là? Non plus? Un disparu? Non. Guy Ernest Cao ne disparut pas des mémoires béninoises, africaines et mondiales. Et pour cause. Un artiste de sa trempe continue toujours de tremper son image dans le fleuve des souvenirs. Guy Ernest Cao n'avait pas disparu des mémoires. En 56 ans de vie, a connu les plus grandes scènes et salles de spectacle en tant que comédien hors pair, acteur émérite, conteur qui mérite, animateur et présentateur TV qui hérite des hommages et des honneurs du téléfilm Taxi Brousse. Regardez-moi ça, oh là 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 là. Guy Ernest Cao ne disparaîtra pas des mémoires, puisque en ce mercredi 10, jour de Mercure, il se fait Mercure, le dieu, messager des dieux de l'Olympe dans la mythologie romaine. Oui, décédé le mercredi 25 mai 2022, il est inhumé ce mercredi 6 juin 2022 pour être le messager, partant sur la voie de l'univers avec ses chaos, portant la voix des sans-voix, victime devant le chaos du monde, plaidant pour les artistes, proie du chaos sur le ring de la vie. Eh oui, quelqu'un dans l'ombre tire les ficelles. Il a pour nom Ernest. Va en paix, Guy Ernest Cao. À l'occasion de l'hommage rendu à l'artiste défunt Guy Ernest Cao, le ministre en charge de la culture Jean-Michel Abimbola a rappelé ses liens étroits avec le disparu et une autre figure du théâtre béninois, Camille Amro. Suivons-le au micro de Patrick Diossou. La mort de notre cher frère Guy Ernest Cao ne nous a pas seulement plongé dans le chagrin. Elle nous prive d'un ami, d'un époux, d'un père de famille. Elle nous arrache aussi, et malheureusement, un artiste brillant, l'un des plus grands interprètes de la scène dramatique de notre pays. Depuis ses premiers rôles dans la troupe du collège Père au Pied des années 80, jusqu'à ses derniers engagements dans sa propre compagnie théâtrale, Guy Ernest a gravi pas à pas les échelons des arts dramatiques, construit une carrière exemplaire, donnant à la scène béninoise et africaine la plénitude de ses talents. Cher Guy Ernest, il y a plus de 6 mois, ton ami et vieux complice des années 90, Camille Amro, nous quittait. Le rappel brutal à Dieu de cet écrivain et dramaturge hors pair nous avait dévastés, et toi le premier. En partant pour l'éternité, tu nous prives à ton tour de ta lumière et de ton talent. Puisses-tu trouver là-bas, dans le ciel constellé, les autres étoiles qui nous ont quittés, particulièrement celle de ton ami Camille. De là-haut, vous nous distillerez vos lumières pour éclairer nos pas et veiller sur les vôtres. Guy Ernest, va et repose en paix.
l'artiste. Salut l'artiste. Restons dans l'univers de l'art pour évoquer la deuxième édition du Festival international des films identitaires et solidaires. Le festif a connu son épilogue à Niki. C'est une initiative de l'association Promédia Jeunes conduite en collaboration avec la Direction générale du Fonds des Arts et de la Culture. Festif a mis en compétition plusieurs réalisateurs venus d'horizons divers. La cérémonie de remise de prix aux gagnants s'est déroulée sous les yeux de Théodore Gandjeko et Dorcas Tito Tchaledi. Félicitations. 128 films au total étaient en compétition, 52 ont été retenus et seuls les 7 meilleurs sont primés. Le prix de la meilleure réalisatrice dénommée Nyonko Guy, le meilleur film africain Biogera et le grand prix du Festifis sont autant de trophées décernés aux réalisateurs de ces grandes œuvres cinématographiques. C'est des professionnels qui ont soumis des films, surtout sur le plan africain et puis sur le plan international. Donc c'était des œuvres de qualité. Heureusement, le jury aussi était composé des professionnels, des gens rigoureux, des gens objectifs qui ont su définir les critères professionnels qu'il faut pour démêler les jeux fous. Ce qui nous a permis d'avoir ces 7 lauréats que vous venez de voir. L'originalité des thèmes abordés, la qualité du son, la succession des images sont autant de paramètres qui ont permis d'apprécier la qualité des œuvres. Une deuxième édition, un festival à Niki et on a 128 participations. C'est un record. Ce n'est pas que des Béninois. Des films sont venus du monde entier, des Amériques, de l'Europe, de l'Asie et même de l'Océanie, je vous dis. Et c'est dans ce lot que nous avons trié maintenant les 7 meilleurs. J'avoue que c'est une réussite. C'est donc un pari gagné pour cette deuxième édition du Festival international des films identitaires et solidaires. Le cinéma et le vivre ensemble pacifique étant la thématique retenue pour l'édition 2022 de ce grand rendez-vous cinématographique. Ils ont rivalisé d'ingéniosité et de finesse pour tirer leur épingle du concours Excellence d'Afra. Les meilleurs étudiants en médecine dans les catégories communication scientifique ou génie médical et éloquence de la deuxième édition de ce concours ont reçu leur récompense samedi dernier à Parakou. C'est un concours organisé par la firme pharmaceutique belge Dafra Pharma, présente depuis 25 ans dans une trentaine de pays en Afrique. Robinson et Michael Nouati nous en présentent ici le palmarès. Voici les visages d'excellence révélés au sein des étudiants de la faculté de médecine de Parakou par le concours Excellence d'Afra selon les catégories communication scientifique ou génie médical et éloquence. À cette soirée, les meilleurs en génie médical se sont livrés à des joutes oratoires pour ou contre le thème « En Afrique de l'Ouest, il vaut mieux prévenir les maladies que de chercher à les guérir ». Prévenir les maladies en Afrique occidentale, c'est préserver son économie, c'est lutter contre la pauvreté. Cela me désole de vous l'apprendre, mais la prévention et l'Afrique occidentale n'a pas les moyens de vraiment se l'offrir. Je remercie les laboratoires d'Afra pour avoir initié ce projet, car ça nous permet d'avoir de nouveaux acquis en matière de connaissances pratiques, de recherche également et de synthèse surtout. Ça nous a permis de découvrir réellement des talents de leadership, des talents de chercheurs en herbe. Franchement, nous sommes comblés et nous pensons que la relève est en train d'être assurée. Plusieurs modèles d'excellence sont reconnus et honorés à cette soirée aux couleurs d'Afra Pharma. Notre engagement à Dafra Pharma est de porter plus haut les valeurs de la recherche et les valeurs de la qualité au service de la santé des patients. Ma sincère gratitude à nos partenaires, alliés, nos amis d'Afra Pharma, qui ont eu cette ingénieuse idée de révéler les talents dormants. Outre le Bénin, Excellence d'Afra s'est déjà étendue dans les facultés de médecine du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Mali. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Nous vous proposons de rester pour suivre juste après ce journal un sujet sur un art des mains. Il s'agit de la coiffure et puis
des images de la célébration de la justice constitutionnelle dans notre pays. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Bonsoir chez vous.